Bonjour chers spectateurs, ici la chaîne Crasmoto. Dans cette vidéo, je souhaite quitter les motos pour explorer les grandes étendues enneigées d'Amérique du Nord et d'Eurasie. Et nous allons examiner la technologie motorisée conçue pour conquérir ces vastes étendues sans fin. Je vous invite à échanger quelques mots sur les motoneiges. Faites chauffer la bouilloire, préparez votre boisson préférée et installez-vous confortablement. Nous commençons. L'apparition de la technologie motorisée conçue pour conquérir les terrains enneigés, comme toute autre technologie demandée, n'était qu'une question de temps. Et oui, aujourd'hui, si nous nous intéressons un tant soit peu aux moyens de transport, nous avons une idée assez précise de ce à quoi ressemble une motoneige. Ce n'a pas toujours été ainsi. La longue histoire de la formation de cette catégorie de machines se souvient de nombreuses conquêtes de construction intéressantes et excentriques. Au début du XXe siècle, les inventeurs des premières motoneiges tentaient de résoudre le transport sur routes enneigées en combinant ski, cadre en bois, moteur primitif et divers dispositifs de propulsion, créant ainsi des machines originales aux noms variés. Par exemple, traîneau, motoneige, aéroglisseur, luge motorisée, tabagan, motonart et ainsi de suite. Le terme snowmobile ou motoneige est apparu plus tard. Chez nous, pendant longtemps, les motoneiges étaient appelées motonart. Étonnamment, ce terme est encore utilisé aujourd'hui. Dans le sujet d'aujourd'hui, en plus des motoneiges classiques, nous examinerons de nombreuses autres constructions intéressantes pour se déplacer sur la neige. Cependant, nous n'aborderons que brièvement le sujet des aérosanies, car si l'on creuse bien, on pourrait en parler pendant plus d'une demi-heure. Et je pense qu'un examen approfondi de ce sujet mérite quelques mots à part. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aérosanies, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Le sujet des véhicules à chenilles et semi-chenillés, avec des roues à l'avant et un module à chenilles à l'arrière, ne sera également abordé que superficiellement, car il s'agit avant tout de véhicules tout-terrain. Ici, tout-terrain. L'hiver 1903-1904 marque la naissance de la première motoneige, ou plus précisément des aérosanies. Inventée par l'ingénieur russe Sergueï Nejdanovski sous la direction de Nikolaï Joukovski. Au cours des essais, Nejdanovski a remarqué que la vitesse du mécanisme expérimental variait fortement en fonction de l'état de la neige, de la température de l'air et d'autres conditions extérieures. Après ces remarques à Joukovski, il a étudié le glissement des patins sur la neige. Il a finalement établi des formules pour déterminer comment la résistance au déplacement sur la neige varie selon la charge et la position du centre de gravité. Ces conclusions ont permis de déterminer les dimensions et les paramètres optimaux des ski quantoidsbond des ski porteurs, et les données obtenues ont rapidement trouvé une large application dans la conception des aéroglisseurs. Au début des années 1910, les aéroglisseurs n'étaient en plus une curiosité, en Russie comme dans les régions enneigées d'Autriche, de France et d'Allemagne. Leur apogée a eu lieu dans les années 20 et 30 du siècle dernier. Cette technologie, bien qu'en quantité limitée, a activement participé à divers types d'expéditions et d'opérations militaires. Une trentaine d'aéroskis armés de mitrailleuses ont servi à défendre Moscou pendant la Grande Guerre patriotique. Après la Seconde Guerre mondiale, les aéroglisseurs étaient souvent vus comme dépassés. Le Canadien Joseph Armand Bombardier fabriquait déjà depuis une vingtaine d'années sa propre motoneige, qui était moins chère, plus économique et surpassait les aéroskis sur tous les plans. Cependant, les aéroskis sont encore fabriqués de nos jours, aussi bien par des passionnés isolés que de façon industrielle dans des entreprises, mais leur période de gloire est depuis longtemps révolue. Nous en parlerons en détail dans un reportage séparé. Passons maintenant au ski et aux chenilles.
En 1901, le constructeur américain Elvin Lombard a construit un transporteur de bois de 20 tonnes. Le tracteur à chenilles fonctionnait à la vapeur et était dirigé à l'aide de skis fixés à l'avant. Il est difficile d'appeler la locomobile de Lombard une motoneige. Cependant, cette machine transportait très efficacement des rondins aussi bien en hiver qu'en été. Les locomobiles de Lombard n'ont pas été produites en grande série. Au total de 1904 à 1914, 80 tonnes appareils de ce type ont été construits. En réalité, Lombard possédait d'autres inventions qui l'ont rendu millionnaire, les transporteurs de bois n'étant qu'un produit de niche. Ils étaient surtout utilisés dans le Maine et le Wisconsin, et aussi présents en Russie. Si nécessaire, les skis étaient remplacés par des roues, mais cela se produisait pendant les saisons où les routes avaient une surface dure. Au début de ce mouvement, en 1905, des traîneaux motorisés nommés American Motor Sleigh ont été fabriqués aux États-Unis. En réalité, c'étaient de simples traîneaux à patins. Seul un moteur à essence refroidi par air de 4 chevaux était installé à l'avant et les propulseurs étaient 3 jambes poussoirs à ressort montées sur le vilebrequin sous le siège passager. Cette merveille atteignait 24 km/h. En 1910, l'explorateur polaire anglais Robert Scott a commencé son expédition Terra Nova en Antarctique. Après avoir passé l'hiver en 1911, l'expédition a atteint le pôle Sud le 17 janvier 1912. Mais une mauvaise nouvelle les attendait au pôle. Là, ils ont découvert le drapeau norvégien et une tente. Cela signifiait qu'ils avaient été devancés par l'expédition dirigée par Roald Amundsen, qui avait atteint le pôle le 17 décembre 1911. Pour son expédition, Scott a décidé d'utiliser presque toutes les avancées technologiques modernes de l'époque, la radio, le téléphone et sans doute les premières motoneiges au monde. Bien que l'expédition tragique de Scott ait reçu une grande attention, il est assez difficile de trouver des informations sur les motoneiges elles-mêmes. Il convient de noter qu'entre 1907 et 1909, un autre explorateur anglais de l'Antarctique, Ernest Shackleton, a utilisé un tracteur motorisé équipé de skis et de roues, et a ensuite conseillé Scott. On sait que les traîneaux ont été construits en 1909, selon le projet du Major Hamilton par la société Wolseley, au nombre de 6 exemplaires. Dès le printemps 1909, les motoneiges ont été testées en Suisse et en Norvège. Bien qu'elles se soient révélées peu fiables, que le moteur tombait constamment en panne et que leur propre poids était élevé, et malgré les retours de Shackleton sur l'utilisation réelle de cette technique, Scott a emmené 3 motoneiges lors de l'expédition. Les motoneiges utilisées ont un moteur 4 cylindres refroidi par air de The Advance Motor Manufacturing Company, mesurant 80 mm pour une cylindrée de 1,6 litres. Techniquement, l'objectif était de construire une machine capable de parcourir 300 miles avec une remorque d'1 tonne. 3 autres motoneiges ont été commandées par l'expédition allemande en Antarctique, mais elles n'ont cependant pas été utilisées. Le système de propulsion à chenilles comprenait un châssis, des roues aux extrémités et une suspension à ressort à lame uniformément répartie à l'intérieur. En théorie, limiter les pièces en friction et rotation devait assurer la fiabilité du système de propulsion. En 1910, 3 nouvelles machines ont été expédiées pour l'expédition de Scott en Nouvelle-Zélande. Les motoneiges de l'expédition se sont vite révélées inefficaces. Tout a commencé lorsque, dès le déchargement, l'une des 3 motoneiges a coulé. Le groupe en motoneige est parti le 24 octobre 1911 et devait apporter 3 tonnes de provisions à la base située à 80 degrés 30 minutes de latitude sud. Les traîneaux avançaient à 0,8 km/h et tombaient sans cesse en panne. Les premiers des 2 traîneaux restants se sont définitivement cassés le 1er novembre, les seconds encore après 87 km. Malgré le froid antarctique, les moteurs à refroidissement par air surchauffaient, la transmission dysfonctionnait et le système de lubrification était prévu pour 40 degrés serrés. En réalité, il a fallu travailler à des températures plus basses. Après cela, les hommes ont été obligés de s'atteler eux-mêmes au traîneau et de le tirer sur 241 km jusqu'au point convenu, chacun portant une charge de 200 kg. Ainsi, pendant la majeure partie du trajet, les hommes ont porté eux-mêmes tout l'équipement. Sergueï Nejdanovski, l'inventeur des premiers aéroglisseurs au monde, n'a jamais cessé ses recherches.
Et en 1916, selon certaines sources en 1914, il a construit une motoneige avec un système original de propulsion à chaîne et à ski, qui a ensuite porté son nom. L'idée était d'utiliser, à la place de la chenille classique, des chaînes légères ajourées dont les maillons avaient un peu la forme de cadres rectangulaires, et de placer des skis de support au-dessus de la branche inférieure des chenilles. Pendant le déplacement, la neige passait entre les maillons, s'appuyait sur le ski et se tassait, tandis que le ski montait et glissait sur les chaînes posées devant. Comme toute la masse de la motoneige reposait sur les skis entre les deux chenilles, la pression sur la neige était de seulement 54 grammes par centimètre carré. Les résultats ont largement dépassé les attentes. Avec un poids de l'appareil de 265 kg et une puissance moteur de seulement 1,5 cheval, la vitesse de déplacement sur la neige poudreuse atteignait 12 km par heure. Le plus étonnant était que la luge glissait sans s'enfoncer, même dans des congères de plus d'1 demi-mètre. En 1916, après une nouvelle série d'essais, le département des inventions du comité militaro-industriel de Moscou a rendu sa conclusion. Les seules motoneiges réalisées qui se déplacent parfaitement bien sur de la neige complètement poudreuse sont celles de Sergueï Nejdanovski. L'auteur a reçu un prix et le ministère du Commerce lui a délivré un certificat. Adolphe Kégresse, français, a joué un rôle clé dans le développement des motoneiges et de l'automobile. Il gérait la partie technique du garage impérial à Tsarskoïe Selo et fut aussi un temps le chauffeur de Nicolas II. Et donc en 1908, en essayant d'adapter l'automobile aux routes impraticables de Russie, il a remplacé les roues motrices par un dispositif à chenilles qui a été appelé l'appareil Kégresse. Des skis étaient fixés aux roues avant. La conception du système de propulsion Kégresse se composait de tambours moteurs et de guidage, d'une bande fermée et de galets porteurs transmettant le poids du véhicule à la neige à travers la bande. Les chenilles étaient d'abord faites de cordes, de filets de pêche, puis de feutres de chameau épais, avant d'être en caoutchouc. Le couple était transmis à la bande de chenilles par la friction de ses saillies contre les tambours moteurs, ce qui constituait l'un des points faibles de la conception. À l'origine, les dispositifs Kégresse étaient des accessoires pour voitures et motos. Un trajet en voiture a relié Saint-Pétersbourg à Mogilev. La Première Guerre mondiale a stimulé l'amélioration de la propulsion. En 1916, l'usine Poutilov a fabriqué 30 dispositifs Kégresse pour le front, destinés aux voitures blindées et camions. Et au total, la commande prévoyait 300 ensembles. Mais après la révolution de 1917, Kégresse a jugé préférable de retourner en France. Son héritage était installé sur différents véhicules, y compris sur la Rolls-Royce de Vladimir Ilitch Lénine. La voiture est actuellement exposée dans un musée à Gorky, près de Moscou. Le système de propulsion Kégresse a aussi servi sur des traîneaux motorisés. Cependant, il est vite apparu qu'il fallait de l'engrainement et non du frottement pour garantir une transmission fiable aux chenilles. Dans son pays natal, Adolphe a été embauché par la société automobile Citroën, qui a ensuite racheté à Kégresse le brevet de son système de propulsion à chenilles et l'a activement utilisé dans ses propres développements. Ainsi, par exemple, plusieurs voitures Citroën équipées de chenilles Kégresse montées sur leur châssis ont effectué des expéditions automobiles à travers plusieurs pays d'Asie, dans l'Himalaya et en Afrique. Ces expéditions ont été appelées le Raid jaune et le Raid noir. Et aujourd'hui encore, ces chenons secondaires sont appelés chenilles Kégresse, ce qui constitue une sorte d'hommage à l'inventeur. Pendant ce temps, dans le monde des motoneiges, des solutions extrêmement originales voyaient parfois le jour. Ainsi, dans la première décennie du XXe siècle, Nikolaï Karabanov a construit une motoneige marcheuse, dans laquelle le moteur faisait tourner un vilebrequin, sur lequel tournait une paire de bielles, grâce auxquelles le traîneau se repoussait du sol. Malheureusement, une telle machine ne pouvait rouler que sur la glace. Bien qu'à la fin des années 20 du siècle dernier, on se déplaçait déjà sur la neige non seulement à cheval, le besoin de traîneaux motorisés simples, légers et bon marché subsistait. Le jeune pouvoir soviétique s'est attaqué à la question hivernale, et entre 1925 et 1929, des essais de différentes constructions ont été menés dans les environs de Moscou pour les besoins de l'armée rouge ouvrière et paysanne. 36 motoneiges parcouraient des routes enneigées et des champs vierges sur des distances allant jusqu'à 300 km. Les essais étaient dirigés par l'ancien colonel de l'armée tsariste Alexandre Krivitsky.
L'idée semblait séduisante de faire, comme on dit aujourd'hui, une mise à niveau de la moto, d'installer ce qu'on appelait des skis de stabilité et d'améliorer l'adhérence de la roue arrière à la surface. Et si la première tâche était relativement simple, il était impossible de faire en sorte que la roue pousse efficacement l'équipage vers l'avant. Les motos équipées de modules spéciaux se comportaient bien mieux. On a testé la chenille de Kupriyanov pour la moto Indian et celle de Prokorovchik pour la Harley-Davidson. À cette époque, il n'y avait pas d'industrie motocycliste propre dans le pays des soviets et il fallait donc bricoler sur des machines importées. Les modules se sont révélés peu fiables et l'idée n'a pas été développée davantage. Un sort similaire attendait le module à chenille développé pour la moto L8. Sur ces photos, on voit une moto Harley-Davidson, pour laquelle l'usine d'assemblage automobile de Kharkov a conçu et fabriqué un dispositif amovible de Brilling, destiné à améliorer la capacité de franchissement de la moto sur la neige. Au cours des essais en 1931, il s'est avéré que sur une route damée, la moto sans la chenille roulait allègrement à une vitesse de 35 km/h. Avec la chenille installée, elle atteignait 15 km/h. En passant sur la neige vierge d'une profondeur de 200 mm, la moto a réduit sa vitesse à 5 km/h et avait du mal à gravir les pentes. Il y avait aussi des difficultés avec la direction. Le module lui-même s'est avéré trop lourd pour être installé par une seule personne. Lors des essais, la conception s'est révélée très brute. Les pièces cassées, la chenille sautée, etc. Au final, le développement n'a pas intéressé les militaires et est tombé dans l'oubli. Il convient de noter que des engins similaires existaient aussi de l'autre côté de l'océan, ainsi qu'en Europe. Sur la photo, une Harley-Davidson modifiée avec ski et chaîne pour rouler sur la neige. Dans cette partie du récit, je voudrais vous parler de l'un des grands innovateurs dans le domaine des motoneiges. Il s'appelait Carl Eliasson. Dès 1921, Carl a été passionné par l'idée de construire des véhicules pour la neige. Vous savez, rien n'apparaît de nulle part. Le plus souvent, à la base d'une invention, il y a un simple besoin humain de se débarrasser d'un inconvénient ou de faciliter son travail. Eliasson était un chasseur passionné, mais sa boiterie l'empêchait sérieusement de chasser en hiver dans la forêt enneigée. Le chasseur s'est créé un assistant. Déjà en 1924, Eliasson testait son premier prototype fonctionnel dans la forêt autour de Seiner, dans l'état du Wisconsin. Seine, c'est ainsi que s'appelait la machine, était équipée d'un moteur avant suspendu de 2 chevaux et demi avec refroidissement liquide, d'un système de propulsion à chenille, de ski de direction commandé par câble et d'un siège biplace situé au-dessus de la chenille. Un quart du radiateur de la Ford Model T était à l'avant pour refroidir le moteur. La motoneige fonctionnait ainsi, la chenille était abaissée ou relevée. On démarrait le moteur avec la chenille relevée, la faisant tourner jusqu'au régime de fonctionnement. L'abaissement de la chenille sur la neige mettait le véhicule en mouvement, et le degré de patinage déterminait la vitesse du véhicule. Carl a breveté sa machine originale en 1927. Le développement continu et l'amélioration pendant 15 ans de la production de Seine ont conduit à la création de modèles plus grands de moteurs toboggan. Environ 40 motoneiges, Seine ont été construites au total, et il n'y en avait pas deux absolument identiques. Les améliorations par essai et erreur étaient importantes pour le succès, mais le concept de la chenille et de la suspension est resté le même sur tous les exemplaires. Comme les motoneiges ont grandi jusqu'à accueillir 3 ou 4 personnes, on utilisait des moteurs de moto à 2 ou 4 cylindres comme moteur. Le modèle à 2 cylindres coûtait $350, celui à 4 cylindres 550. Le marketing visait les chasseurs, divers employés comme les médecins, les facteurs, etc., ainsi que les amateurs de plein air. Peu à peu, le toboggan d'Eliasson Motor est devenu célèbre dans le monde entier. Les modèles Eliasson des années 30 étaient équipés d'un moteur Excelsior bicylindre de 12 chevaux, tandis que les modèles plus récents utilisaient un moteur Indian 45 de 25 chevaux. Comme la production des toboggans était limitée à 8 ou 9 unités par an, une capacité aussi faible ne pouvait pas satisfaire les besoins de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Carl cherchait des partenaires. L'offre finlandaise d'acheter 200 unités a convaincu la société Four Wheel Drive Auto Company de Clintonville de produire les motoneiges Eliasson. Et Carl a agi en tant que principal consultant. La société FWD a légèrement modifié le dernier prototype et a mis à jour tous les brevets associés.
Le travail a commencé à battre son plein. Bien que l'accord avec la Finlande ait échoué, l'armée américaine a acheté quelque temps plus tard 150 motoneiges Eliasson FWD entièrement blanches pour la défense de l'Alaska. Fait intéressant, des représentants soviétiques ont visité l'usine FWD et ont testé la motoneige en roulant de haut en bas sur la rivière Pigeon. Le moteur Indian 45 à boîte 3 vitesses permettait aux motoneiges d'atteindre 55 km/h. À la fin de la guerre, la production a baissé et les principaux consommateurs sont devenus les départements d'État de la protection de la nature, les gardes forestiers et les chasseurs. La production totale à Clintonville entre 1940 et 1947 était d'environ 300 unités. Avec l'augmentation des ventes de camions FWD et la baisse d'intérêt pour le motor toboggan en 1947, la filiale canadienne de FWD à Kitchener, en Ontario, est entrée en scène. La production des motoneiges du modèle D a été transférée ici. C'est ici qu'a été développée la révolutionnaire série K, Kitchener. Jusqu'alors, toutes les toboggans d'Eliasson avaient un moteur à l'avant. En 1950, un nouveau modèle plus petit, le Cadix à moteur arrière, fut présenté. Il s'agissait d'un moteur Salisbury de 6 chevaux, placé au-dessus de la chenille. Le conducteur était assis à l'avant et dirigeait de petites ski flippers à l'aide d'un volant. En 1953, la Q12 est apparue, une version améliorée de la 10. Elles étaient jambes pratiquement identiques, à l'exception du fait qu'un moteur Briggs et Stratton de 8 chevaux et quart avait remplacé le bloc Salisbury. La signification du modèle K12 Motor Toboggan était double. Premièrement, c'était la dernière motoneige Eliasson Motor Toboggan en production. Et deuxièmement, c'était la motoneige que les fabricants ultérieurs utilisaient comme référence lors de la conception de machines avec un moteur arrière. Quand Polaris a ouvert en 1955 les brevets FWD sur le moteur toboggan, expirait un et la production du K12 baissait. Les difficultés du toboggan ont continué jusqu'en 1963, lorsque la société a vendu ses droits aux frères Carter de Waterloo, en Ontario. Un an plus tard, la production des motoneiges Eliasson cesse. Les skidoo jaunes changeaient déjà la perception du public sur la technologie des motoneiges. Et maintenant, revenons 50 ans en arrière. Voici la plus ancienne photo connue d'une Ford Model T modifiée pour une utilisation hivernale, prise en 1910. On y voit Fred Waters sur sa création. Un autre ingénieur et passionné, Virgil D. White, a breveté un équipement pour transformer la Ford Model T en motoneige en 1917. White était concessionnaire Ford à Ossipee, dans le New Hampshire. Il a construit le premier dispositif de motoneige en 1913 puis a déposé une demande de brevet. En quelques années, il a perfectionné son invention et, à l'hiver 1922, il a lancé l'équipement sur le marché, vendant le produit par l'intermédiaire des concessionnaires Ford. Les kits de White contenaient donc tout le nécessaire pour transformer la Model T en une motoneige fiable, y compris des skis avant en métal et en bois, ainsi que des chenilles à chèque motrice plat à l'arrière. Les premiers dispositifs vendus par White comprenaient des chenilles fabriquées à partir d'agrafes métalliques reliées par un tissu solide. Plus tard, White est passé à des chenilles entièrement métalliques, composées de patins en acier emboutis reliés par des maillons de chaîne. Une marche en fonte portant le logo motoneige a remplacé les repose-pieds qui ont été retirés pour faire place au système de chenilles. La motoneige Ford était disponible en 3 largeurs de voie. Ces modèles modifiés sont devenus essentiels pour l'homme. Les plus grands admirateurs étaient les médecins de campagne et les facteurs. Parmi les autres acheteurs de motoneige figuraient les services municipaux, entreprises forestières, commerciaux, pompiers, conducteurs de bus scolaires, taxis, croque-morts, épiciers, laitiers, routiers et producteurs de canneberge. Lorsque le père du président Calvin Coolidge est décédé le 18 mars 1926, une motoneige Model T a mené le cortège funèbre de Coolidge à travers les collines enneigées du Vermont. White affirmait que la machine franchissait plus de 70 cm de neige épaisse à une vitesse moyenne de 30 km/h. Les kits de conversion étaient assez coûteux. L'équipement pour un écartement étroit de 38 et 44 pouces coûtait $395. Le kit de largeur standard de 56 pouces
coûtait 250 $. Une fois les skis enlevés et les roues avant montées, la motoneige devenait un tout-terrain, capable de circuler sur des terrains accidentés. Un certain nombre de ces appareils, vendus sous le nom de Sandmobiles, ont été utilisés en Afrique du Sud, en Algérie, en Égypte et dans les Everglades, en Floride. En 1923, White n'a produit qu'environ 70 ensembles de chenilles. En 1925, les droits de fabrication de l'équipement amovible pour motoneige ont été vendus à la société Farm Specialty Manufacturing Company de New Goldstein, dans le Wisconsin, qui a commencé à vendre sa propre version du produit en 1926. Plus tard, la société Farm Specialty Manufacturing Company a acheté les brevets de la Snowmobile Company et a envoyé ses directeurs gérer l'usine à Ossipee West. De 1924 à 1929, la société Snowmobile Company produisait environ 3300 unités par an dans son usine de West Ossipee et possédait une filiale à Saint Paul dans le Minnesota. La société de fabrication de motoneige a fermé ses portes en 1929. C'est précisément cette année-là que la crise financière mondiale a éclaté. Peu après, l'usine a mystérieusement brûlé. En 1927-1928, l'ingénieur russe Nikolai Kuprianov a construit 2 véhicules à neige à la configuration similaire à celle des motoneiges modernes. 2 skis directeurs, une chenille, conducteur au-dessus à l'avant. Le modèle récent avait un carénage, un pare-brise et un moteur Jap de 5 chevaux issu d'une moto intégrée à la chenille. Kuprianov a fabriqué la chenille à partir de 2 câbles métalliques reliés par des plaques en fibre et sur le modèle de 1928 en acier. La direction était de type automobile et la voie mesurait 30 et voie mesurée 1020 mm, demonsi de ae jortitratan. La motoneige de Kuprianov avançait bien sur la neige vierge grâce à une pression spécifique inférieure à 50 grammes par centimètre carré. Un tel bon résultat n'a été possible que parce que la motoneige de Kuprianov n'était pas une moto ou une voiture réaménagée, mais avait été spécialement construite pour se déplacer sur la neige. Grâce à une conception absolument originale, les motoneiges de Kuprianov étaient légères, 130 et 1 kg pour la machine de 1927 et 182 kg pour le modèle de 1928. Les essais ont démontré la bonne maniabilité et fiabilité des motoneiges de Kuprianov, capables de parcourir jusqu'à 500 km. L'Institut scientifique de l'automobile, NAMI, a intensément développé plusieurs modèles d'aéroskis dans les années de 1920. Cependant, en plus des travaux sur les aéroglisseurs, il y a eu des tentatives de construire une motoneige à chenilles. Cousine était le principal idéologue des traîneaux motorisés à Nami. L'une des premières en construction fut la Nami 1 ou motoneige Nami Model 1928. C'était une machine de conception spéciale avec un propulseur à chenilles et 2 skis directionnels. La motoneige à carrosserie en bois 4 places avait un moteur bicylindre à air de la Nami 1, cylindré de 1120 cm3 et puissance de 22 chevaux. Il semblait que les essais devaient se dérouler sans problème, et par grand froid, c'était effectivement le cas. Mais lorsque la température augmentait et que la neige devenait plus humide, beaucoup de neige collait aux roues et les chenilles sautaient. Le modèle s'est avéré inutilisable. Une autre conception développée à Nami fut la motoneige Nami KAZ. Par leur agencement, elles étaient proches de la Nami 1. La principale différence résidait dans l'utilisation d'un système original d'entraînement de la chenille, pour lequel Cousine a déposé une demande de brevet le 22 juillet 1927. De plus, à la Nami, ils ont fabriqué des motoneiges KARDMI de conception carélienne. Les motoneiges étaient équipés d'un moteur de moto Indian d'une puissance de 7 chevaux. Le train de chenille, comprenant pour un côté des routes motrices et de guidage ainsi que 2 galets porteurs, était fixé rigidement au châssis. La direction des motoneiges s'effectuait en freinant les chenilles. Les motoneiges avançaient bien sur la neige vierge, mais se sont avérés peu fiables à cause d'un moteur d'occasion usé. Le nom suivant parmi les grands innovateurs de la conquête des étendues enneigées est Joseph Armand Bombardier. Né à Valcourt, au Québec, Joseph Armand Bombardier s'intéressait à la mécanique dès son plus jeune âge.
À l'époque, au Québec, le gouvernement ne déneigeait pas les routes secondaires, donc les habitants mettaient leurs voitures en hivernage durant l'hiver. Joseph Armand rêvait de créer une machine pouvant se déplacer sur la neige. Sa première invention, en 1922, fut un aéroglisseur sur neige. D'ailleurs, le jeune inventeur avait alors 15 ans. Bombardier était né en 1907. Les essais de l'appareil ne furent pas tout à fait réussis. Le père de Joseph Armand a donné une bonne correction au garçon et l'a obligé à retirer l'hélice pour qu'il ne décapite pas l'un de ses frères ou sœurs. Mais Bombardier n'a pas abandonné son idée. À 17 ans, Joseph Armand est allé à Montréal, où il a travaillé comme mécanicien automobile, suivi des cours et étudié la littérature. Il est retourné dans sa ville natale 2 ans plus tard et a immédiatement ouvert son propre atelier. Il réparait tout ce qui avait un rapport avec les mécanismes. Très vite, toute la région reconnut Bombardier comme un excellent mécanicien. Le rêve de construire une motoneige légère et rapide a sérieusement captivé le jeune homme. À l'époque, plusieurs moyens de déplacement sur la neige existaient déjà, mais ils avaient des défauts évidents. Les aéroglisseurs inventés par l'ingénieur russe Sergueï Nejdanovski ne pouvaient en circuler que sur des terrains ouverts et plats. Et le tracteur à neige créé par Elvin Lombard en 1901 pesait environ 20 tonnes. Ainsi, en 1928, Bombardier conçoit une motoneige basée sur une Ford modèle T. Il installe la voiture sur des skis et des chenilles, mais le concept d'autoneige était trop lourd pour la motoneige légère imaginée par Joseph Armand. Il a alors décidé de concevoir son propre moteur. En 1933, sa construction était terminée. Et Bombardier installe ce moteur léger pour l'époque, pesant 45 kg, sur plusieurs prototypes. Cependant, il s'est avéré que le moteur surchauffait rapidement et il a fallu abandonner l'idée de l'utiliser. Il semblait que Joseph avait accepté la défaite, mais une tragédie personnelle l'a poussé à reprendre le travail avec une énergie redoublée. En hiver 1934, le fils de 2 ans de Bombardier, Ivan, est mort d'une péritonite parce qu'il n'a pas pu être transporté à temps à l'hôpital à cause des routes de Valcourt bloquées par la neige. Dès l'année suivante, Bombardier invente une chenille fondamentalement nouvelle, renforcée de coton et des roues dentées, caoutchoutées, pour entraîner ses chenilles. Ces inventions ont permis d'abandonner les lourdes chenilles en acier et en même temps d'améliorer l'adhérence à la route. En 1937, Bombardier obtient des brevets pour ses inventions et lance la production de sa première motoneige commerciale, la B-Sept. Au B signifiait Bombardier, et le chiffre 7 indiquait le nombre de passagers. Cette motoneige avec cabine fermée atteignait 40 km/h et franchissait aisément des congères de 50 cm. La première année, seuls 7 véhicules ont été vendus. Les premiers acheteurs du Bicept furent des médecins de campagne, des vétérinaires et des propriétaires de pompes funèbres. Bombardier perfectionnait sans cesse ses motoneiges et en assurait activement la promotion. Par exemple, lors de ses déplacements, Joseph Armand les garait toujours devant la rédaction du journal local. À l'époque, les motoneiges ont été nouvelles et attiraient forcément la presse. Cependant, Bombardier pensait qu'un bon produit se vendrait même sans publicité intensive. Jusqu'à la fin de sa vie, il répétait « Si le produit est utile et bien fait, les clients seront prêts à payer pour lui. » Et ses clients l'ont effectivement fait. Avec l'augmentation des commandes, Bombardier ouvrit en 1940 une nouvelle usine dans sa ville natale, pouvant produire 200 machines par an. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Bombardier produisit des motoneiges blindées prêtées pour l'armée. Pour l'opération aéroportée Jupiter visant les bases aériennes allemandes en Norvège, Bombardier reçut la commande d'une motoneige entièrement chenillée. L'entreprise a relevé le défi et, au début de l'année 1943, a construit un prototype baptisé Kaki. La machine a montré des résultats impressionnants lors des essais, mais elle n'a pas été produite en série, car l'état-major opérationnel unifié a modifié les exigences au printemps 1943. Désormais, les militaires exigeaient une motoneige de reconnaissance avec un équipage de 2 personnes doté d'une protection par balle. La machine devait avoir une carrosserie étanche et la capacité de franchir des pentes allant jusqu'à 45 degrés. Kaki a été modifié selon les exigences. Cabine fermée retirée, moteur déplacé à l'arrière, carrosserie partiellement blindée et équipage réduit à 2. Cette machine a été adoptée sous le nom de motoneige blindée Mark I.
410 unités ont été produites, 11 sont restées au Canada, 396 envoyées en Grande-Bretagne et 3 en Union soviétique. Au total, 1900 motoneiges blindées ont été produites pendant les années de guerre. La production annuelle a atteint 230 véhicules. Pendant les années de guerre, les affaires de Joseph Armand se sont renforcées et dès 1942, il a transformé son entreprise privée en société par action, l'Autoneige Bombardier Limités. Et les fonds obtenus grâce à l'émission d'actions ont contribué au développement rapide de l'entreprise dans les années d'après-guerre. Ainsi, en 1947, la société Bombardier commence la construction d'une nouvelle usine où les motoneiges sont désormais assemblés sur une chaîne de montage. Mais en 1949, la prospérité de l'entreprise est mise en péril. Le gouvernement du Québec a décidé de déneiger toutes les routes, y compris rurales, avec du matériel moderne. En 1950, les ventes de motoneiges avaient chuté de plus de moitié. Pourtant, Bombardier n'a pas baissé les bras. Et dès le début de l'année 1951, son entreprise a commencé à produire de petits véhicules tout-terrain motoneige, dont les skis pouvaient en être remplacés par des roues, ce qui permettait de rouler aussi bien sur la neige que sur l'asphalte. En 1958, Joseph Armand reprend son rêve d'enfance, inventer une motoneige légère pour une personne. Désormais, ce défi pouvait être relevé grâce à l'apparition de moteurs légers et à l'expérience que l'inventeur avait accumulée au cours de ses 25 années d'activité. En 1959, Joseph Armand invite ses amis à essayer le premier exemplaire d'une motoneige fondamentalement nouvelle. Ce sont précisément des motoneiges de cette conception qui sont produites aujourd'hui. La nouvelle invention de Bombardier, baptisée Skidoo, a tellement plu aux amis de Joseph qu'ils ont roulé dessus pendant 3 jours presque sans interruption. L'apparition du skidoo a non seulement permis d'améliorer la situation financière de l'entreprise Bombardier, mais a aussi donné naissance à un nouveau type de sport et de loisirs d'hiver. Fait intéressant, le nom skidoo est en réalité une erreur typographique de l'entreprise Bombardier, qui voulait en fait présenter sa première motoneige sous le nom de Skidog dans une brochure de 1959. Bombardier lui-même, à la fin de sa vie, a pu constater l'intérêt croissant pour sa création, le skidoo. Ainsi, au moment de sa mort, en 1964, les ventes de cette motoneige atteignaient 10 000 unités par an, et au milieu des années 70 du siècle dernier, elles avaient encore été multipliées par 10. Un autre fait intéressant est lié au premier motoneige Skidoo. Nicky Plaisted, agent d'assurance à Saint-Paul, admirait beaucoup les produits de Bombardier Recreational Products. En 67, il a voulu atteindre le pôle Nord en motoneige. La première tentative a échoué à cause du mauvais temps. Et 1 an plus tard, il est reparti avec son équipe depuis l'île Ward Hunt au Canada. Après 1330 km et 43 jours, les pilotes de l'États-Unis Air Force qui les surveillaient ont confirmé la position exacte de l'équipe au pôle Nord géographique. La phrase du représentant de l'États-Unis Air Force résonnait parfaitement. « Messieurs, d'où vous êtes, toutes les directions sont le sud. » À ses enfants, Joseph Armand a légué la mission de poursuivre son œuvre. Et aujourd'hui, la société Bombardier, autrement dit Bombardier Produits Récréatifs, est l'une des entreprises d'ingénierie les plus prospères du Canada. Parlant de Bombardier, il faut citer l'un des principaux concurrents de Bombardier Produits Récréatifs. Cette entreprise s'appelle Polaris. Les premières motoneiges Polaris sont apparues en 1954 dans le Minnesota, au nord des États-Unis. Leur nom signifie « étoile polaire ». Les fondateurs de l'entreprise étaient 3 jeunes hommes talentueux qui réparaient et fabriquaient du petit matériel agricole dans la ville de Rosa. Les frères Edgar et Allen Hatton et leur ami proche David Johnson. Sur leur première motoneige, ils ont installé une courroie de convoyeur comme chenille, un moteur Briggs et Stratton et un vieux pare-choc de Chevrolet comme ski. Les ingénieurs étaient eux-mêmes assez sceptiques quant à leur création. Cependant, le propriétaire de la scierie, Peterson, a offert 465 $ pour cette machine. Il était satisfait de son achat et cela les a incités à se concentrer sur la production et l'amélioration des motoneiges. L'apparition de ce modèle a marqué le point de départ de la marche triomphale de la société Polaris, d'abord aux États-Unis, puis dans le monde entier. Pour démontrer que leur motoneige n'était là pas qu'un loisir, Edgar Hatton et 3 amis ont entrepris un voyage de 2000 km à travers le désert enneigé d'Alaska. Ils transportaient avec eux une cargaison de près d'une demi-tonne par des températures allant jusqu'à -40, et ils ont accompli le trajet en 21 jours. La détermination des amis a porté ses fruits.
La machine a résisté à toutes les épreuves, et depuis, la société Polaris s'est lancée dans la production en série de motoneiges. Polaris a d'abord nommé ses premières motoneiges Snow Traveler, modifiant volontairement le mot « snow ». Assez encombrante, elle mesurait environ 2,5 mètres de long. Le guidon était un volant et la carrosserie en acier solide. En fait, il ne pouvait en être autrement. La production de plastique n'en était alors qu'à ses débuts. Ce matériau était considéré comme peu sérieux, peu fiable et sans avenir. Et Polaris, en tant qu'entreprise qui se respecte, fabriquait des objets, comme on dit, pour l'éternité. Les montants métalliques du pare-brise permettaient d'y fixer un toit léger et pliable, ainsi que des parois latérales. La société équipe aussi de toits ses motoneiges modernes à assises transversales comme les Ranger et RZR. En 1958, l'États-Unis Air Force a utilisé des motoneiges Polaris à 600 km du pôle Nord par moins 48 degrés Celsius. Les motoneiges ont parfaitement résisté aux conditions climatiques les plus rudes et aux difficultés de l'itinéraire. Au début des années 60, Polaris a arrêté la production de matériel agricole pour se consacrer à la fabrication de motoneiges déjà réputés pour leur fiabilité et simplicité, ainsi qu'à d'autres véhicules motorisés pour le travail et les loisirs. Et à la fin des années 60, les exportations de motoneiges vers l'étranger commencent. Le modèle La 55 lancé en 1962 a permis à Polaris d'avancer vers la motoneige moderne. Un guidon moto est apparu. Les skis ont raccourci, la carrosserie s'est surélevée et le conducteur a eu un dossier rembourré au lieu du réservoir. Le dernier modèle, le plus impressionnant à moteur arrière, fut le Mountaineer KE24D de 1964, équipé d'un moteur Köhler bicylindre de 24 chevaux. Ce traîneau pouvait accueillir 3 personnes. Il pouvait tirer jusqu'à 2 tonnes de charge et gravir des pentes de 45 degrés. Fait remarquable, ce monstre avait déjà direction assistée, marche arrière, transmission automatique à courroie trapézoïdale et suspension à ressort pour ski et chenilles. La largeur totale des chenilles atteignait 860 mm, bien plus que celle des motoneiges modernes tout-terrain. Et malgré son prix élevé pour l'époque, 3 350 $, beaucoup de gens voulaient acheter la motoneige Mountaineer. La première motoneige Polaris à moteur avant fut le petit modèle Comet de 1964 qui lança une rapide évolution et l'essor du potentiel de l'entreprise. La même année, une nouvelle Polaris Mustang sportive dotée de moteurs puissants a connu un énorme succès auprès des vacanciers et sportifs durant les 3 années suivantes. Éloignons-nous maintenant de Polaris. Pour comprendre la situation qui s'est créée à ce moment-là, nous devons esquisser un peu de contexte historique. Dans les années 50 et 60, les États-Unis vivaient dans l'opulence. Le pays s'est enrichi pendant la Seconde Guerre mondiale et est devenu la plus grande économie du monde. L'argent coulait à flot. Et même une famille moyenne tout à fait ordinaire pouvait se permettre, en plus de plusieurs voitures, d'acheter divers équipements de loisirs, comme une moto, une motoneige et ainsi de suite. La popularité croissante des véhicules d'hiver a donné naissance à un grand nombre de sociétés de motoneige aux États-Unis et au Canada, qui poussaient comme des champignons après la pluie. Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha, qui avaient de leurs filiales sur le continent, n'ont pas pu résister non plus. Même Harley-Davidson n'a pas ignoré ce secteur, en lançant le seul modèle de motoneige de son histoire. En réalité, l'idée de créer une motoneige est née chez American Machine and Foundry, qui possédait alors Harley-Davidson. Le véritable boom a eu lieu entre 1969 et 1972 lorsque 64 entreprises avec 400 fins d'un modèle étaient présentes simultanément sur le marché nord-américain, vendant plus d'1 demi-million d'exemplaires par an. Leur puissance atteignait rarement 35 chevaux avec un moteur de 440 cm3. La suspension des skis était des plus primitives, à ressort, et la chenille en était généralement dépourvue, sauf de rares exceptions. L'apparence de la motoneige au début des années 70 est inhabituelle pour notre époque et ressemble encore beaucoup à un traîneau ordinaire. Une telle concurrence féroce a créé une excellente occasion pour de nombreuses expériences. Des schémas inhabituels, divers nombres de skis et chenilles, moteurs et sièges placés différemment, moteurs et commandes variées, carrosseries originales, tentatives de records de vitesse et de distance. Cependant, la crise pétrolière du milieu des années 70 a bouleversé le marché des motoneiges. Les entreprises disparaissaient les unes après les autres.
En conséquence, au début des années 80, il ne restait plus que 7 entreprises sur le marché américain. Jusqu'à nos jours, seules les 4 grandes Polaris, Bombardier, Arctic Cat et Yamaha ont survécu, produisant ensemble environ 150 000 motoneiges par an, soit plus de 2 fois moins qu'à l'âge d'or des années 70 avant la crise. Dans les années 1980, Polaris s'impose comme un leader du marché. Dans la gamme produite, on trouvait déjà pratiquement tous les types de véhicules spéciaux, pas seulement des motoneiges et des quads. Par la suite, la société Polaris a renforcé ses positions de leader. La gamme d'équipements de qualité pour le sport et les loisirs est devenue immense. Début 2000, l'innovation majeure fut le passage des moteurs 2 temps aux 4 temps, plus écologiques. Au cours de la dernière décennie, les motoneiges de série dépassant 150 chevaux ne surprennent plus personne. On retrouve de nombreuses innovations et commodités, injection de carburant, soupape d'échappement, sièges et poignées chauffants, marche arrière électronique, direction assistée électrique, suspension à grand débattement, etc. Face à une telle abondance de progrès, il est difficile d'imaginer qu'environ 70 ans se sont écoulés depuis l'apparition du premier appareil ressemblant à une motoneige. Aujourd'hui, Polaris possède sans doute l'un des marchés les plus vastes pour ses produits, y compris dans le secteur militaire, ce qui constitue la meilleure preuve de la qualité et de la fiabilité des machines Polaris. Le troisième mastodonte de l'industrie de la motoneige, la société Arctic Cat, a été fondée en 61 et est située à Thief River Falls. Et elle a été fondée par Edgar Hatton. Oui, l'un des 3 fondateurs de la société Polaris. Les gars n'étaient pas d'accord, et après avoir quitté Polaris, Edgar n'a pas abandonné et s'est concentré sur ce qu'il maîtrisait. Les premiers modèles d'Arctic Cutoff suivaient le schéma classique de l'époque. Moteur à l'arrière, réservoir d'essence en dossier de siège, volant de voiture et pare-brise haut. Parmi les innovations, absence de ski sur la carrosserie, combinaison de ski avant et petites roues et possibilité d'installer des roues à la place des skis. On obtenait ainsi une sorte de quad tout-terrain. Une structure semblable a été employée par Polaris en 1965, sans suite ultérieure. Comme pour Polaris, la société Arctic Cat est devenue l'un des plus grands fabricants de motoneiges, de scooters des mers et de quads. Avec le temps, la base matérielle et technique a été continuellement renouvelée et la gamme de produits s'est élargie. Aujourd'hui, de nombreux types variés de motoneiges et de véhicules tout-terrain Arctic Cat sont présents sur le marché, se distinguant parmi d'autres marques tout aussi réputées. Depuis 1996, Arctic Cat est devenu le leader des ventes aux États-Unis et la popularité ainsi que la demande pour sa technologie n'ont cessé d'augmenter. Les relations de distribution se sont progressivement étendues aux États-Unis et dans le monde entier. La hausse de la demande a vite accru les capacités de production. Laissez-moi vous parler des motoneiges Yamaha. Dans les années 60, la société Yamaha commence à chercher de nouveaux créneaux pour renforcer sa position sur le marché américain. Je vous rappelle, sur le marché le plus lucratif. En voyant la popularité croissante des motoneiges, elle ne peut ignorer ce mouvement. En 1965, Yamaha sort son premier prototype de motoneige, le YX15. Comme il n'y a pas tant de neige que ça au Japon, les motoneiges sont testés la plupart du temps sur le sable. Cependant, les résultats des tests montrent que les prototypes doivent être essayés précisément dans les régions enneigées. Les résultats sont pour l'instant décevants. Les premiers essais sur neige en 66 révèlent un certain nombre de défauts importants. Après un travail minutieux, à l'automne 67, un modèle de pré-série de temps, la SL 350 était prêt. Sur le premier lot, 300 SL 350 ont été produits, dont 270 pour le marché nord-américain. Le public japonais a découvert la SL 350 pour la première fois en janvier 68 lors de conférences de presse à Tokyo et Hamamatsu. Cependant, il restait encore des questions techniques non résolues. Yamaha, sentant le potentiel de ce secteur, prend son courage à 2 mains. Des couilles comme ça. À l'automne 1968, il lance la SL 350 première motoneige officielle de la marque japonaise, déjà prête à l'emploi. Après avoir surmonté ses débuts difficiles, Yamaha connaît le succès avec les modèles SL 338, SL 396 et SS 396, lancés en 1969. La génération suivante de motoneige répond aux attentes des concepteurs.
L'entreprise obtient enfin la reconnaissance du marché nord-américain. L'entreprise oppose aux concurrents des innovations et une grande fiabilité. Son système automatique d'injection d'huile Autolub inaugure une nouvelle ère de confort, jusque-là inaccessible à l'industrie de la construction de motoneiges. De plus, Yamaha propose une garantie de 6 mois sur ses produits, ce qui était inédit à l'époque. Ces victoires Kitten, répétées pour son éditarté au championnat du monde de motoneige à Eagle River, lui valent la crade et la réputation de fabricant de machines fiables. Au cours des années 80 suivantes, la société Yamaha présente de nombreuses innovations et réalise d'énormes succès. Le modèle Phaser reçoit le titre de motoneige la plus vendue de toute l'histoire de l'industrie, et les clients sont ravis de la marche arrière facile à utiliser. Le célèbre VMAX 4 démontre quelque chose d'inédit auparavant. Un moteur à 4 cylindres qui établit de nouveaux standards de performance sur les étendues enneigées. La nouvelle suspension arrière Proaction garantit une excellente absorption des chocs sur les bosses. Yamaha crée un moteur de série de 500 cm3 avec la puissance la plus élevée. La décennie s'achève avec la sortie de la première motoneige à moteur 3 cylindres, 3 carburateurs et échappement triple réuni. La SRX 700 innovante par ses valves d'échappement à servomécanisme. Sans entrer plus en détail dans la gamme de modèles Yamaha, on peut dire que l'entreprise a constamment développé et continue de développer ses motoneiges, en misant sur la puissance, la fiabilité, le confort et le respect de l'environnement de ses produits. En parlant des fabricants modernes de motoneiges, je ne peux pas passer sous silence la société Alpina Snowmobiles, fondée en 1996 dans la ville de Vicence, au nord de l'Italie, près des Alpes, une région qui est l'un des pôles mondiaux les plus avancés en ingénierie et en technologie de montagne. La particularité des motoneiges Alpina, c'est qu'il s'agit d'énormes utilitaires puissants, équipés d'un moteur allant de 1200 à 1600 cm3, avec 2 larges chenilles. Leur mission principale est la recherche, le sauvetage, les expéditions et le travail en montagne. La renommée des motoneiges Alpina vient de leur grande expérience d'utilisation dans des conditions extrêmement difficiles. Actuellement, les instituts de recherche antarctiques de 4 pays utilisent des moteurs autour des motoneiges Alpina. Le ministère russe des situations d'urgence en a aussi acheté pour des opérations de secours. Et à ce moment de la vidéo, il y aura des personnes qui s'exclameront « Et la construction de motoneiges nationales alors ? Ne vous inquiétez pas, mes chers, j'ai gardé ce sujet pour la fin. Dans la première partie de la vidéo, nous avons évoqué les améliorations des motos avec ski et modules. Des tentatives similaires ont persisté jusqu'à aujourd'hui. Examinons-en quelques-unes. En 1936, à la demande de la Wehrmacht, un exemplaire unique du BMW Special TR 500 Schneekrat a été conçu à partir du modèle BMW R12. À cette époque, la Wehrmacht recherchait des véhicules tout-terrain légers pour ses opérations en Europe et passait commande auprès de plusieurs bureaux d'études sans limiter les dépenses. Sans exception, toutes les motos à chenilles avaient une conception complexe et donc peu pratique. Elles étaient trop lourdes et peu maniables. Le Schneekrat n'a pas fait exception. Le prototype de ce véhicule tout-terrain à chenilles était une déneigeuse construite par le même ingénieur qui utilisait un moteur de BMW R12 et une chenille de char. La chenille comportait 2 galettes, porteurs en bas et plusieurs galets de tension en haut. La roue arrière motrice de la moto entraînait la chenille. Comme le schéma le montre, tous les mécanismes étaient à l'intérieur de celle-ci. Le concepteur avait également prévu l'installation d'un ski sur la roue du sidecar de la moto. Et voici la moto à chenilles suédoise pour se déplacer sur la neige, appelée l'Arven, qui a été produite des années 60 aux années 80 à Östersund. Le conducteur devait utiliser des skis pour se déplacer et contrôler la machine. La conception était suffisamment compacte et légère pour tenir dans une voiture. L'appareil suivant vient d'Italie. L'Alpenscooter, une motoneige de Pozza di Recoaro, a été créée en 1975. Cela a été possible grâce à Renata Cepara, qui a conduit une expédition en Antarctique pour convaincre le gouvernement italien de rejoindre le traité sur l'Antarctique, signé à Washington le 1er décembre 1959. Cet appareil a été initialement conçu pour cette expédition.
Par la suite, l'Alpen Scooter a été livré aux Alpini, le plus ancien corps de chasseurs alpins encore actif au monde, ainsi qu'à divers services de secours en montagne. L'équipement remorqué inclut un ski avant, une luge, un brancard sur ski, une chenille sol et une chenille glace. Les premiers modèles ont équipés d'un moteur de 200 cm3, tandis que les modèles plus récents utilisaient des moteurs de 250 et 300 cm3. Les spécialistes de Husqvarna n'ont pas non plus ignoré les tentatives d'adapter la moto à la neige dans les années 70. Les autorités militaires suédoises ont jugé qu'une moto tout-terrain serait idéale pour défendre leurs frontières avec la Norvège et la Finlande, puisque 78% du pays est forestier et 15% au nord du cercle polaire. En 1973, les forces armées suédoises ont lancé un appel d'offres pour le développement d'une moto militaire polyvalente, auquel ont participé 2 entreprises, Husqvarna et Hägglund. Les 2 sociétés avaient déjà fourni des véhicules motorisés à l'armée suédoise par le passé. Et c'est Husqvarna qui a remporté la compétition avec sa conception équipée de 2 skis latéraux amovibles à suspension. Un contrat a été signé pour la livraison de 1000 motos Husqvarna MC 258. La machine était unique. Les skis se fixaient à la moto ou aux jambes du conducteur et le frein arrière était aussi commandé depuis le guidon. D'ailleurs, le moteur de 250 cm3 était associé à une boîte de vitesse automatique. De plus, cette photo montre qu'à la fin de l'Union soviétique, on a tenté d'adapter une moto lourde avec sidecar pour la neige. Les snowbikes modernes, comme on les appelle, sont allés beaucoup plus loin que les engins montrés précédemment. L'apparition de telles constructions est très récente, au début des années 2010, et en 2016, la première moto canadienne Yeti Snow MX a été lancée en production de série. Les snowbikes modernes sont presque tous basés sur des motos d'enduro ou de cross, même si rien n'empêche d'installer un module à chenilles et un ski même sur une sportive. Cette machine légère offre un bon débattement de suspension, une grande fiabilité et une capacité de franchissement équivalente à celle des motoneiges modernes. Revenons un peu en arrière à l'époque de l'Union soviétique d'après-guerre. Jusqu'au début des années 60, il n'y avait pas de développement de motoneige en Union des républiques socialistes soviétiques. À la demande du ministère des Communications de l'Union soviétique, le NAMI a développé en 1964 le motoneige NAM Yaris 095 BA Amurets, qui était en réalité une copie du premier motoneige de série, le Bombardier. La Muret avait un moteur de 6,5 chevaux avec variateur et n'a pas été produit en série. Les premières motoneiges de série, ainsi nommées, furent produites par l'usine Khabarovsk Promsvyaz, Amour en 1968 et Laïka 2 en 1972. Ils étaient dotés d'un moteur D300 à refroidissement par air, 293 cm3 et 6 chevaux et demi utilisés dans les groupes électrogènes à essence. Cette technologie avait 10 ans de retard sur les motoneiges du reste du monde. La deuxième tentative de l'industrie nationale de motoneige fut la Buran, basée sur le prototype canadien Skidoo Valmont, avec des spécificités soviétiques. Le prototype avait un moteur bicylindre DIZH Jupiter 3 et une boîte à 4 rapports. La production en série a débuté en 1973. La motoneige était déjà équipée d'un moteur normal de 34 chevaux et d'un variateur emprunté, ou plutôt copié, du Skidoo Valmont. Les motoneiges de ce modèle ont démontré leur fiabilité lors d'une expédition de 68 jours sur un itinéraire difficile, de Salekhard au village d'Ouelen, le point le plus nord-est de la Russie. Elles ont parcouru 7794 km, soit près de 200 km par jour en moyenne. Cette performance a été inscrite dans le livre des records de Russie. Bien que moralement et techniquement obsolètes, les Boutrans sont toujours produits aujourd'hui, avec plus de 250 000 unités fabriquées au total. Le Boutran a même été au pôle Nord. Au printemps 1974, la motoneige a été livrée à la station de recherche scientifique dérivant sur la glace de l'Arctique, pôle Nord 22. Mais en Union des républiques socialistes soviétiques, on ne se contentait pas de copier des modèles étrangers. Il y avait aussi des développements propres. L'une des dernières fut la motoneige Poisk de 1980, développée de zéro avec de nouvelles technologies, inspirées des meilleurs modèles mondiaux. Le moteur était de série, issu du moteur hors-bord Privé 22, 350 cm3,
22 chevaux. Un nouveau variateur a été conçu pour la Poisk, avec une transmission à une vitesse sans marche arrière. Le châssis riveté en duralumine était novateur. La suspension des skis était télescopique avec amortisseurs hydrauliques et la chenille reposait sur des patins, une construction unique à l'époque. Les freins hydrauliques et les amortisseurs étant de conception et de fabrication propres. En décembre 1980, 5 machines ont été assemblées. Le directeur a précisé que les ingénieurs devaient se concentrer sur la résolution des principales tâches de production et non sur de nouveaux développements. Plus tard, les machines assemblées ont été démontées, les pièces ont été utilisées et tous les plans ont été détruits. En 1982, la motoneige IKAR à une chenille a été conçue. Puis une version à 2 chenilles, de ski directionnel et cabine fermée a été créée en fin d'année. En 1984, une motoneige pour la lutte contre les incendies a été conçue. Dans les années 70, usine mécanique de Rybinsk, qui fabriquait les Boutran, a été restructurée et porte aujourd'hui le nom de Mécanique russe. Dans les années 1990 et début 2000, la situation était très difficile. Même si le marché des motoneiges en Russie n'est pas saturé, la production est retombée au niveau des années 70. En 1999, seuls 5000 exemplaires sont sortis de production. Cependant, aujourd'hui, Russkaya Mechanika est une entreprise moderne qui fabrique des motoneiges. Russkaya Mechanika a parcouru un long chemin, passant de la production des Buran à la mise au point de la production en série de véhicules tout-terrain et d'une nouvelle famille, celle de motoneiges moteur de classe tourisme, la Vector 551 et la Frontier 1000. Ces produits sont utilisés par les sauveteurs, éleveurs de rennes, gardes frontières, chercheurs de l'Arctique pour les loisirs, dans les unités du ministère des Situations d'urgence et militaires, protègent les frontières et sont très demandés dans l'industrie pétrolière et gazière. Russkaya Mechanika maîtrise aussi la production de quad et de all-terrain vehicles avec configuration 6 roues d'un motrice. La technique Russkaya Mechanika est conçue pour le travail, les loisirs et réussit aussi dans diverses compétitions. L'expédition Rybinsk-Salekard-Welen, couvrant 12 000 km, est reconnue comme la plus longue expédition en motoneige de Russie. Aujourd'hui, l'entreprise possède 140 centres de concession en Russie et est présente dans 15 pays. Les motoneiges sont aujourd'hui indispensables pour se déplacer sur la neige. Leur domaine d'utilisation est très vaste, couvrant les loisirs actifs, les expéditions et le service dans les armées nordiques. Selon leur domaine d'utilisation, ces véhicules se divisent en modèles utilitaires, touristiques et sportifs. De nos jours, l'accent est mis sur l'utilisation de matériaux modernes et l'allègement des structures ainsi que sur le respect de l'environnement. Comment pourrait-on se passer des tendances écologiques ? Par exemple, Taiga Motors de Montréal, fondée en 2015 au Canada, a lancé la première motoneige électrique de série. La Taiga TS peut accélérer de 0 à 100 en 3 secondes avec un couple allant jusqu'à 250 Nm. Avec un poids de 210 kg, la Taiga TS2 est l'une des plus légères du secteur. L'autonomie de la motoneige est limitée à 100 km. Selon le fabricant, même à des températures de moins 30 degrés. Ah, ces engins électriques. Les motoneiges à chenilles existent depuis plus de 50 ans et restent populaires. Parmi les nouveautés, citons les snowboards électriques. Avec la diffusion massive des motoneiges dès les années 60, de nombreuses compétitions sur ces machines sont apparues. On trouve de tout, des courses d'endurance, du snowcross, du drag race, du freestyle et ainsi de suite. Je vais mentionner la compétition la plus connue, l'International 500. C'est un grand événement de course qui se tient chaque année à Sault-Sainte-Marie, dans le Michigan. Cette course de 500 miles sur circuit se déroule depuis février 1969. Les courses de dragster en motoneige se déroulent presque toute l'année, sur herbe en été et automne. Le plus grand événement est le Hay Days dans l'État du Minnesota. Le Iron Dog en Alaska est la plus longue course de motoneige au monde. Sa longueur est de 3269 km et elle va du Grand Lac jusqu'à Nome et Fairbanks. Le nom fait référence à la conduite de chiens, qui est populaire en Alaska depuis longtemps. En Russie, depuis 1997, des centaines de propriétaires de motoneiges bouyrants participent chaque année à la Bouyrand Day dans le district de Nenetsi. À présent, mes amis, mon histoire se termine.
Bien que ce reportage soit assez long, croyez-moi, nous n'avons traité les motoneiges que superficiellement. Et je ne prétends pas à une exactitude totale. En travaillant seul à toutes les étapes de la production de cette vidéo, il se peut que j'ai manqué quelque chose ou commis une erreur. Cependant, j'ai essayé de vous parler des motoneiges de la manière la plus simple et la plus intéressante possible, en y mettant tout mon cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé ce contenu. Son destin dépend désormais uniquement de vous, de votre activité à travers les commentaires, les partages, les vues, et ainsi de suite. Vous étiez avec la chaîne Crasmoto. Merci pour votre attention. À bientôt.